C'est la danse de la victoire. Salut les minots, sur Boko TV, on est ici pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler du championnat Porsche Caracal France que j'ai gagné du coup pour la première fois en 2023. Alors c'était ma troisième tentative bien sûr. J'avais fait deuxième en 2021, deuxième en 2022 et là voilà, fallait la gagner cette fois-ci, tu vois, parce que là, sinon ça allait faire too much et après on allait m'appeler Polydor pendant un long moment. Donc heureusement au final que je gagne ce championnat, ça fait vraiment très plaisir. Alors il y a eu des changements forcément. Je suis pas resté sur la même lignée que 2021 et 2022. J'ai changé d'équipe entre 2022 et cette saison 2023. J'étais chez Pierre Martinet by Almeras en 2021 et 2022. Et cette saison, je suis passé chez CLRT, qui est l'équipe contre qui j'avais perdu le championnat 2 années d'affilée, contre cette équipe-là et le pilote Marvin. Ce qui est marrant, c'est que Marvin Klein, du coup, a changé d'équipe. Il était plus chez CLRT et passé du coup dans une autre équipe TFT, mais avec l'ingénieur que j'avais en 2022. Du coup, lui a pris mon ingénieur et moi, du coup, je suis allé dans son équipe et j'ai pris son ingénieur. Enfin, du coup, il y a eu un petit changement comme ça. Grosse rivalité quand même avec Marvin, puisque sur 3 saisons, il y a eu, il me semble, 35 courses en Porsche Caracal France et à tous les deux, on en a gagné 31, il me semble. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Grosse rivalité et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un autre qui était vraiment présent cette saison, c'était mon ex-coéquipier Alessandro Ghiretti, qui était du coup contre moi en 2021 et 2022, mais dans la même équipe, donc Pierre Martinet et Malmarès. Lui en 2023 a fait une 3e saison dans cette équipe-là et il a fait une très très belle saison puisque ça s'est joué sur la dernière course. Voilà, ça n'a pas été évident cette saison, honnêtement. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues en règle générale sur le championnat. Alors, je vais reprendre un petit peu. En Porsche Cup, il y a 2 championnats. Enfin, moi, j'ai fait 2 championnats cette saison, mais généralement, les autres pilotes aussi font ça. En fait, ils font le championnat national, la Porsche Caracal France, par exemple, mais il y a la même chose en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, en Asie. Et après, il y a la Porsche Super Cup qui est le championnat le plus relevé, qui regroupe un peu les meilleurs de chaque endroit. Donc, les 2 championnats nationaux qui sont les plus relevés, pour moi, c'est l'Allemagne et la France. Voilà. En gros, mais je fais une petite aparté parce que là on va se concentrer vraiment sur la Porsche Caracal France, sur le championnat et le déroulement, course après course, comment ça s'est passé et comment j'ai parvenu à obtenir le titre à la fin de l'année sur la dernière course, qui n'a pas été facile et ça s'est joué vraiment sur la dernière course, donc forcément ça a été tendu jusqu'au bout. Du coup, comment ça s'est passé? Alors le championnat en Porsche Caracal France, il y a 6 week-ends de course, donc 6 circuits différents, pas seulement en France mais aussi en Europe, puisqu'on est allé à Monza, on est allé aussi, si je me rappelle bien, à Barcelone sur la première course et une autre piste en Autriche. Voilà. Donc il y avait l'Autriche qui était hors France. D'ailleurs, je vous mets le calendrier du championnat 2023 ici. Voilà, donc vous voyez que Barcelone c'était en premier. Ensuite, on a eu Magny-Cours. Ensuite, on a eu Le Mans. Donc Le Mans, c'est quelque chose de prestigieux puisque ça arrive une fois tous les 3 ans en Porsche Caracal. Ensuite, on a eu l'Autriche, suivi de Monza et on finit au Castellet sur le circuit du Paul Ricard à la maison parce que moi j'habite pas très loin et ça fait plaisir de finir là-dessus. Donc si on reprend du début, la Porsche Caracal Cup, on a commencé à Barcelone et pour moi c'était mon premier week-end avec l'équipe CLRT. Moi j'avais eu mes petites habitudes déjà avec l'équipe Pierre Martinet by Almeras et forcément c'est un autre procédé, une autre façon de travailler, des nouvelles personnes, faut apprendre à se connaître et tout, donc c'est pas évident. Et on n'a pas fait la pole position là-bas à Barcelone, donc comment ça se passe les pole positions? En fait, on a 2 courses par week-end et en fait, quand on part en qualification, on a 30 minutes et dans les 30 minutes, en fait, on met 2 trains de pneus neufs, c'est-à-dire pas des trains, mais genre 4 pneus neufs et 4 pneus neufs. Et en fait, les 2 meilleurs tours de la qualif comptent parce que le meilleur tour donne la position de grille de départ pour la course numéro 1 et le deuxième meilleur tour donne la position de la grille de départ de la course numéro 2. Donc c'est vraiment important de faire un très bon tour, mais même un deuxième très bon tour pour partir devant sur les 2 courses. Et donc à Barcelone, je crois qu'on fait une fois 3e et une fois 2e. Alors en qualif, du coup, je me lance une fois 3e et une fois 2e. La première course, je finis 2e. Donc qui était plutôt pas mal, mais bon, l'objectif bien sûr c'est d'aller chercher le titre après avoir fait 2 fois 2e, forcément on va aller chercher le titre. Et la deuxième course, enfin la première course et la deuxième course, dans les 2 cas, on n'était pas très bien en qualif, mais par contre en course, on sentait qu'on avait vraiment une grosse performance. Et on mettait de la pression à Alessandro qui gagne les 2 courses là-bas à Barcelone. Il commence très bien l'anthème du championnat parce que sur les 2021 et 2022, il n'avait pas gagné de course. Et du coup, là, d'entrée de jeu, paf, il marque, il met
il a 2 victoires. Il prend un petit peu d'avance au championnat. Moi, j'ai essayé de le dépasser à un moment donné, mais un petit peu trop loin. J'ai tiré droit dans le bac à gravier. J'ai pris un peu trop de risques parce qu'au final, je m'en sors bien. Je finis 3e de la course, alors que j'étais 2e. Mais c'était un peu trop de risques, surtout à l'antenne du championnat. Donc, je me suis un peu calmé ensuite. Hein. Mais voilà, Barcelone, bien en course, moins bien en qualif. Et ensuite, on a enchaîné toutes les pôles jusqu'à la fin. On a fait double pole à Manicourt, on a fait pole juste parce qu'il y avait une qualif pour Le Mans, parce que Le Mans c'est un peu différent, la course, il n'y a qu'une seule course, elle est un peu plus longue, elle fait 40 ou 45 minutes, et il n'y a pas de course de 30 minutes, donc il n'y a qu'une course là-bas. Donc je fais la pole position au Mans, je fais toutes les pole positions, en Autriche je fais double pole position au Monza et double pole position au Paul Ricard, donc franchement ça marchait très bien. Mais par contre, voilà, ça a été chaud jusqu'au bout parce que Manicourt, je fais ma première victoire à Manicourt sur la première course, vraiment super content, première victoire avec l'équipe CLRT, voilà, ça commence, voilà, ça commence. Et ensuite, deuxième course, pluie, donc je me lance bien, la pluie c'est un peu compliqué, départ arrêté, on s'est pas beaucoup entraîné en départ arrêté sous la pluie, il n'y a pas beaucoup d'adhérence, ça glisse beaucoup et tout, donc il fallait vraiment gérer le départ et partir sans accélérer trop, sinon ça patine. Mais je prends un super départ, je me retrouve premier après un tour safety car. Derrière moi, ça tombe bien, mon coéquipier Benjamin Pack. Donc forcément, quand tu as le coéquipier derrière, tu sais que normalement, il va pas tenter des trucs de fou, tu sais, parce que quand tu as les concurrents directs comme Alessandro ou Marvin, parce que clairement, on savait tous les trois que ça allait jouer le championnat cette saison entre nous trois. On se connaît depuis 3 ans, on a l'expérience, on sait qu'on est rapide. Donc là, j'avais mon coéquipier qui était devant les autres. Relance de safety car, je me dis bon, pour être tranquille, je pars tôt à la relance de safety car. Comme ça me laisse le temps de prendre un petit peu de distance avant de passer la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, à partir de ce moment-là, tout le monde peut se dépasser. Mais avant ça, personne ne peut se dépasser. Donc je me suis dit, si je pars tôt, du coup, ça me laisse le temps de prendre un peu de distance et de ne pas me retrouver dès les premiers virages du tour après à devoir défendre. Du coup, je pars tôt. Et sauf que là, à Manicourt, en fait, ça fait un léger gauche, frein, après droite, et après chicane et arrivée. Et là, en fait, j'attaque au début de cette petite ligne droite, sauf que le frein et en même temps, on tourne, on freine et on tourne en même temps. Donc on peut pas mettre beaucoup de pression de frein, surtout sur la pluie, surtout en relance de safety car. Enfin voilà, il y a plein de conditions qui font qu'on peut pas mettre beaucoup de pression de frein, et surtout parce qu'on n'a pas l'ABS en Porsche Carrera Cup France et en Porsche Carrera Cup en général. Enfin, c'est ce que j'aime aussi dans cette discipline, c'est qu'il n'y a pas d'aide ni d'ABS ni de traction control, contrairement au GT3 où là il y a toutes ces aides. Mais par contre ça demande de faire attention. Et là mon coéquipier du coup voilà, c'est sa première saison vraiment. Il avait fait quelques courses en Porsche Carrera Cup France l'année d'avant, mais c'est vraiment sa première saison et il a fait une petite boulette qui a de grosses conséquences, parce que là on était 1-2 et il se trouve que il freine, il bloque les roues et il vient me percuter. Il m'envoie en tête à queue, je me repars 26e, dernier, lui il pète le radiateur, du coup il se retrouve avec l'équipe qui était premier, deuxième, mais d'un coup plus personne devant. J'arrive à remonter 6e, mais vraiment chaud. Par contre, je prends un petit gap par rapport à forcément Alessandro qui lui fait 2e de la course. Je prends un petit gap parce que clairement entre Alessandro, Marvin et moi, on sait que si on finit pas dans le top 3-4, clairement on se prend un petit gap parce que quasiment toutes les courses on est dans le 3-4. Là pas ouf forcément. On enchaîne avec Le Mans. Le Mans, première fois pour moi au Mans en Porsche Carrera Cup. Il y avait d'autres pilotes qui l'avaient déjà fait, moi c'était ma première fois. La Porsche Carrera Cup France au Mans, c'est différent parce que du coup là en fait vient se greffer un autre championnat, c'était la Porsche Carrera Cup Scandinave, donc les pays du Nord. Du coup, au lieu d'être une trentaine de pilotes, on était genre presque 70 pilotes et il y avait quand même vraiment du niveau, c'est pas évident. Et je suis monté crescendo pendant les essais et tout, et arrive la qualif, je fais vraiment le tour de ma vie. Je me sentais bien, j'ai exploité les pneus, parce que les pneus là-bas, ça dure qu'un seul tour, ça fait 13 km. Je fais le record du tour au Mans avec une Porsche Cup. Voilà, c'est moi qui ai le record du tour au Mans. Ça, c'est une petite fierté quand même, puisque je sais en plus que pendant 3 ans, il n'y a pas d'autres Porsche qui vont retourner pour pouvoir aller le battre. Donc je suis quand même content de ça. Et donc je pars pour la course, en tête et tout, bien. Alors il y avait Marvin qui était juste derrière, qui lui avait un petit peu d'expérience au Mans, parce qu'il avait fait les 24 heures en GTE l'année d'avant. On est toujours devant. Ce qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est de ne pas faire de track limit, de ne pas sortir de la piste, parce que tu peux prendre vite fait une pénalité. Pour le championnat, c'est pas bon, donc j'étais assez safe au début de course là-dessus. Et du coup, je défendais avec Marvin. Il y avait vraiment une grosse bataille, mais il y a tellement des longues lignes droites que c'est compliqué de prendre le gap, vraiment, si le mec derrière il roule bien. Donc voilà, il y avait une petite bataille, mais ça défendait tout. Et on arrive dans des slow zones. Alors les slow zones, c'est quoi? Ça, c'est un truc tout nouveau qu'on a vu cette année. Alors c'était que pour Le Mans d'ailleurs. Et là, en fait, tu as le circuit entier qui fait 13 km, il me semble. 13 km. Et en fait, ils le coupent en 8 portions. Et s'il y a un accident dans un endroit où une voiture a arrêté au coin, en fait, ils mettent la portion
portion sous drapeau jaune en gros, tu es limité à 80 km/h. Par exemple la portion 2, tu t'attaques le début de la portion, 80 km/h jusqu'à la fin, et à la fin tu peux repartir sur une vitesse normale. Enfin une vitesse normale pour nous, hein. Bien sûr on n'est pas à 110 km/h. Je crois que le Mans, on a frôlé les 300 km/h, j'ai pris 298 km/h. Donc, on arrive sur cette portion, sauf que le problème, c'est que si jamais on arrive dans la portion et que à ce moment-là, il n'y a plus d'accident et tout, on n'attend pas la fin de la portion. En fait, le race director, il met le drapeau vert et ça part direct. Et en fait, il y a 3 façons de savoir quand c'est la fin du truc. Déjà, la première façon, c'est le race director parle à l'ingénieur en disant, avec un décompte, en disant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, à 0. Hop là, tout le monde relance en même temps. Sauf que là, les radios ne fonctionnaient pas très bien et on était très loin en fait des ingénieurs et donc moi j'ai rien entendu et ça marchait pas du tout. Donc j'ai pas eu l'annonce et le décompte. Deuxième chose, il y a des marshals, donc les commissaires de piste qui sont en bord de piste, qui mettent les drapeaux. Et en fait, moi, j'ai passé, il y avait un commissaire qui était là, et moi, je passais comme ça. Et en fait, au moment où je suis passé, ils ont donné le signal drapeau vert, sauf que moi, je l'ai pas vu le drapeau vert, et les autres derrière, ils l'ont vu. Du coup, ça, j'ai pas vu non plus. Et la troisième façon de voir, en fait, dans la voiture, spécialement pour le Mans, on a un espèce de téléphone, en gros un écran, avec un truc qui clignote jaune, 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 et dès que ça passe vert, paf, ça se met vert. Sauf que là, il y a un délai, et du coup, le délai a fait que quand j'ai vu que c'est passé vert, en fait, j'étais déjà 4e, et je me suis retrouvé de premier à 4e sans m'en rendre compte. Et après, forcément, vu que c'était la première fois que c'était vraiment un nouveau système et tout, pour moi, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, attends, j'ai loupé un truc, je sais pas et tout. Après, on a regardé les images, on a regardé les caméras embarquées. En fait, je pouvais pas du tout savoir. Moi, j'ai accéléré parce que j'ai vu tout le monde partir. Mais j'ai pris beaucoup trop de retard. Pour moi, ça aurait été mieux, clairement, d'attendre que tout le monde finisse la slow zone et de partir et de relancer. Et après, de mettre au vert quand personne n'était dans cette slow zone parce que ça crée des problèmes avec les pilotes qui arrivaient derrière, qui arrivaient vite à 200, d'autres qui étaient ralentis. Et du coup, quand ils ont passé au vert alors que les autres n'étaient pas encore ralenti dans les longues lignes droites, il y en avait qui étaient à 200, d'autres à 80, ça crée heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident. Enfin bref, du coup j'ai pas pu aller gagner cette course. Alors je dis pas que je l'aurais gagné, mais en tout cas je me serais battu vraiment plus devant, et là j'ai pris direct un petit trou, et après pour revenir et tout c'était compliqué. Ensuite on a eu l'Autriche. Alors l'Autriche, il y a eu encore une dinguerie de malade là-bas. C'est pour ça en fait que du coup, clairement, on a fait les pôles et tout, mais on n'arrivait pas à recoller au championnat. Et Alessandro, lui, il a marqué, je crois, il me semble qu'il a fait quasiment que des podiums toute la saison. Et à part la dernière course, mais sinon, toute la saison, il a fait des podiums. Donc c'était très compliqué de remonter. Là, l'Autriche, double pole position, je fais 2 fois premier, et mon coéquipier Benjamin, il fait 2 fois deuxième. Donc c'est top aussi pour moi, parce que je retrouve avec le coéquipier juste derrière, Alessandro plus loin, pour remonter c'était mieux. Sauf que là en fait, il y a une autre dinguerie de fou que j'ai pas imaginé du tout. En fait, vous savez, quand nous on pilote, sur le dashboard, enfin sur l'écran qu'on a au milieu du volant, en fait on a les temps qui s'affichent. Et en fait ce système de temps, ça marche comment? En fait c'est le championnat qui met une cellule au bord de la piste. En fait il met 2 cellules de chaque côté de la piste à l'arrivée, et en fait nous avec le transpondeur, ça, je sais pas comment ça marche, mais ça donne l'information, et en fait dès qu'il recapte le même transpondeur et tout, il calcule le temps quoi, et après tu as le temps qui s'affiche dans la voiture. Sauf que ce système là n'est pas ultra fiable, parce que déjà si c'est pas bien orienté ça marche pas, s'il y a de la réverbération avec le soleil ça marche pas bien, et en fait on a retrouvé pas mal de problèmes pendant les essais où les tours n'étaient pas découpés, donc nous on roulait mais on n'avait pas nos temps en tour, et en plus de ça les ingénieurs eux quand ils récupèrent les datas, donc avec les ordinateurs et tout pour comparer tour après tour et tout, comment ça se passe et tout, là les tours n'étaient pas découpés, donc c'est eux après qui doivent le faire à la main et tout, c'est pas évident, c'est pas pratique. Du coup en fait on a utilisé un autre système qui est dans la voiture, c'est déjà dans la voiture de base, c'est un système satellite qui marche beaucoup mieux, mais ça change en rien le temps autour que tu fais, ça change en rien. Et là du coup clairement en fait on n'a pas le droit d'utiliser ce système là en Porsche Carrera France, parce que ils veulent que tout le monde utilise le système que le team met avec les espèces de trépieds au bord de la piste. Vu que c'est dans le truc règlement sportif, je sais pas quoi, au règlement technique, la voiture non conforme, mais pas parce que ça améliore la voiture, juste parce que c'est une prise de temps différente quoi. Enfin c'est la même chose, ça change même pas le temps après quand tu es sur l'écran et que tu as ton temps à toi, ça change jamais, hein. C'est juste toi quand tu reçois le temps dans la voiture. Et du coup là, déclassement de tous les tours, genre en gros plus aucun tour.
Genre en gros, ils font partie dernier des deux courses. Et mon coéquipier pareil. Du coup je suis parti 2 fois 25e et mon coéquipier il est parti 2 fois 26e. Et là clairement pour le championnat je me suis dit putain mais c'est pas possible. En vrai je me suis dit putain il y a vraiment quelque chose contre moi. Genre qui veut pas que je gagne ce championnat. Parce que déjà la première année en 2021 j'avais loupé pour 3 points. Du coup je me dis putain mais là c'est pas possible. Genre là je me sens bien, la voiture marche bien, je suis bien, on fait les pôles et tout, on est devant et tout. Et là on enchaîne que des merdes. J'ai enchaîné 4 merdes d'affilée. Enfin franchement au bout d'un moment je te pose la question, tu te dis putain mais il m'arrive genre que des merdes. J'étais tellement remonté, tellement, enfin voilà, vraiment ça m'avait survolté, vraiment ça m'avait survolté, surtout que c'est un truc qui te donne aucun avantage, aucun avantage. Et donc je me suis dit bah tu sais quoi, vas-y maintenant je pars et je vais leur montrer que voilà. Maintenant, je vais faire un podium, tu vois, en partant 25e. Et je suis parti 25e et je finis 2e de la course. La remontée de Dorian Boccolacci, Benjamin Pâques, respectivement 17e et 18e déjà à l'issue de cette première boucle. Ils étaient partis 25e et 26e. Puisque la Porsche Super Cup a l'habitude de se rendre ici même dans le cadre du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Et voilà, on a vu Dorian Boccolacci là qui est en train d'utiliser ses appels de phare pour tenter de remonter. Je crois que c'était Bachar Mardini qui était juste devant lui. Regardez, on a vu Dorian Boccolacci qui était en train de déborder Sébastien Dussolier pour le gain de la 12e position. Et le voici, le voilà, Dorian Boccolacci. Le voici revenu et l'arrivée sur la grille de départ. Allez, Dorian Boccolacci qui est en train d'essayer de dérober la 11e position à Marc Guillot. Et c'est fait. Prochain adversaire dans la ligne de mire du Canois, c'est Jérôme Boulry. Toujours la remontée de cet homme, Dorian Boccolacci, revenu désormais au contact de Marlon Hernandez pour le gain de la 7e position. Jusqu'où peut aller Dorian Boccolacci dans cette course? On peut l'imaginer assez facilement remonter au moins encore 2-3 places. Et l'attaque à présent de Dorian Boccolacci sur Louis Rousset. Et ça va passer pour le pilote de la 98. Et oui, ce numéro de course, 5 secondes 7 d'avance désormais pour le leader. Mais il peut potentiellement monter sur la 2e marche du podium, Dorian Boccolacci. Le voici déjà 4e. Allez, les appels de phare de Dorian Boccolacci, revenu au contact de Mathis Jobert. C'est la 3e position qui est en jeu désormais à un petit peu moins de 8 minutes de l'arrivée. Ouh, la petite faute ici de Ludovic Lull. On est très certainement dans le T1, dans le... Ah non, c'était dans le T9, pardon. Dans le dernier virage, on a aussi un drapeau autrichien. Et Dorian Boccolacci qui passe sur Mathis Jobert. Et qui s'empare donc de la 3e place. Il est déjà sur le podium. Cette ligne droite côte à côte entre les deux adversaires. Pilote Almeras qui a finalement réussi à pointer le nez de sa cup devant celle de Dorian Boccolacci et qui a repassé Dorian Boccolacci. On a raté l'image là, c'est un petit peu dommage alors qu'on est en train de rentrer dans le dernier tour de cette course. Dorian Boccolacci qui avant même la fin de la boucle a réussi à reprendre le meilleur sur Alessandro Giretti et il est 2e. Il est remonté à la 2e position, Dorian Boccolacci. Imaginez-vous, il partait 25e de cette course. Et là, ça a été un tournant du championnat, clairement. Parce que sur le dernier tour ou sur l'avant-dernier tour, je double Alessandro qui était en tête du championnat et qui partait, je crois, 3e de la course ou 2e. Et là clairement, c'était un déclic aussi. Je me suis dit, bah, voilà, même si les qualifs ça se passe pas bien, même en partant 25e, j'arrive à remonter, la voiture marchait bien, j'étais bien dans la voiture, en confiance et tout. Et la course numéro 2, on fait, donc je pars 25e aussi et je finis 4e, à 1/10 du 3e, donc vraiment au cul, je suis arrivé. 4e victoire de la saison, 4e victoire consécutive. Bravo. Pour le pilote TFT qui va devancer. Regardez Dorian Boccolacci là dans les derniers mètres qui a tout tenté pour aller chercher la 3e marche du podium, mais c'est pas passé 6 secondes 2. Et là au final, ce week-end-là, où je devais remonter vraiment au championnat, j'arrive quand même à me maintenir la distance que j'avais avec Alessandro à ce moment-là. Je crois que je perds seulement 1 point et je me retrouve à 17 points, quelque chose comme ça. Mais 17 points, il faut se lever tôt
pour remonter. C'est pas évident, hein, sachant qu'entre deuxième et troisième, t'as que 3 points d'écart. Là, il faut vraiment gagner parce que entre premier et deuxième, là, t'as 5 points d'écart, tu vois. Mais c'est pas évident. Et Alessandro était vraiment très constant, donc il fallait vraiment rien laisser au hasard. Même chaque point comptait, c'est-à-dire que quand tu fais la pole position, tu prends 1 point. Donc si tu fais double pole position, tu prends 2 points. Et si tu fais le meilleur tour en course, tu prends 1 point supplémentaire. Donc si pendant le week-end, tu fais les 2 meilleurs tours en course, des 2 courses, tu prends 2 points en plus. Donc chaque point était important. Et là, il fallait vraiment faire un sans faute sur les 2 derniers week-ends. Et c'est ce qu'on a fait parce que sur les 2 derniers week-ends, on pouvait mettre 108 points maximum. Et j'en ai mis 108. J'ai fait double pole position, double victoire, double meilleur tour en course. Et la victoire pour Dorian Boccolacci qui s'impose pour la 2e fois cette saison. Après une longue attente et après une journée parfaitement maîtrisée en qualification et qui ne va avoir à faire quelques dizaines de mètres avant d'aller collecter sa 2e victoire du week-end. Le plein de points pour Dorian Boccolacci avec cette 2e victoire en 2 courses. Les pole positions, je les ai fait vraiment avec une petite marge avec 4 ou 5 dixièmes à chaque fois. Vraiment, je me sentais bien avec la voiture. J'ai eu vraiment un déclic aussi en Autriche et je me sentais vraiment bien. Et forcément, au fur et à mesure de l'année, avec le team CLRT, on apprend à se connaître, même avec l'ingénieur. Et en termes de pilotage aussi, j'ai progressé, je le sens vraiment. Et c'est ce qui a permis de faire la différence et de remporter le championnat. Mais voilà, quand on arrive au Paul Ricard, championnat, je suis arrivé au Paul Ricard, je crois que j'avais un petit peu de retard, genre 2 points. 2 points de retard, donc quasiment ex-aequo avec Alessandro. Voilà, celui qui finit devant des 2 courses, c'est celui qui va gagner, quoi. Donc clairement, c'était important de finir devant Alessandro et la première course, il fait 2e, tu vois. Donc le lendemain, si lui il faisait premier et moi 2e, je crois que je gagnais quand même parce que j'avais plus de victoires. On était ex-aequo en points, mais j'avais plus de victoires. Mais c'est pas évident, c'était vraiment tendu. Et après, même pour le départ. Le départ, c'est des départs arrêtés en Porsche Cup. Tu te dis, bon, j'ai jamais calé, tu vois, je touche du bois, mais j'ai jamais calé de la saison. Je me dis, bon, là, c'est pas le moment de caler quand même. Donc après, tu te concentres sur ce que tu dois faire en fait. Faut pas penser sur des trucs comme ça, il faut vraiment penser à prendre un bon départ. Faut pas prendre le meilleur départ de ta vie, tu vois, mais un bon départ qui te permet d'y rester devant, c'était important. Et ce qui était bien, c'était que j'avais aussi mon coéquipier qui était 2e derrière moi. Donc même si Alessandro prenait le départ de sa vie, si je prenais un départ correct, je reste devant. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, sur les courses, ce qui était important, c'était de ne pas faire d'erreur. Parce que pour Paul Ricard, c'est très large, mais c'est facile de faire une petite erreur parce qu'en fait, ils mettent des floppies. Alors des floppies, c'est à l'extérieur de la piste. Et des petits trucs comme ça pour pas qu'on aille trop large, en caoutchouc. Mais genre, si tu arrives fort avec la voiture, tu peux péter le radiateur dessus. Donc il faut vraiment s'arrêter, se mettre à la limite. Mais si tu vas un peu trop large, paf, tu tapes le truc et en fait ça te pète le radiateur et après c'est fini, t'as fini la course. Donc fallait pas faire d'erreur, fallait pas faire de track limit. Si tu sortais trop de fois large, tu pouvais avoir 5 secondes de pénalité, donc ça te ruine le championnat aussi. Donc fallait éviter toutes ces erreurs, fallait être vite et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, je suis vraiment content d'obtenir ce championnat. Comme quoi il faut persister, j'ai fait 2021-2022. Et le meilleur tour en course est pour Dorian Boccolacci, à moins que ça ne change au passage sur la ligne. Ce qui m'étonnerait fortement. La victoire de Dorian Boccolacci, elle est entérinée. Et le voici, bravo. Le titre pour Dorian Boccolacci, vainqueur de l'édition 2023 de la Porsche Carrera Cup France. Notre nouveau champion, 3 années qu'il l'attendait. Ça y est, c'est fait pour Dorian Boccolacci, comme le Dogard. Et oui, son patron qui vient le féliciter. Et Mathis Jobert, c'est un beau geste, le gorille. Ah mais il a même pas frappé sur sa poitrine. Ah ouais. Allez, le gorille, la victoire du gorille. Et ils étaient prêts les t-shirts, hein. Vous avez vu Lucille? Ah, j'ai pas vu le t-shirt. Il a le t-shirt déjà comme le Dogard. Hein. Ah oui. Bravo Dorian Boccolacci, champion. Voilà notre gorille. Il a fallu des petits changements pour pouvoir aller gagner ce championnat et je suis très content de l'avoir gagné et le Team CLRT m'ont vraiment fait progresser aussi. Donc très content. C'est quoi la suite? Alors c'est quoi la suite? Moi après 3 saisons en Porsche Carrera Cup France et en Porsche Super Cup, l'objectif c'est d'évoluer et pour évoluer en fait c'est le GT3. Donc GT World Challenge Endurance. Donc il y a des courses, il y a les 24 heures de Spa par exemple, les 6 heures du Paul Ricard, les 1000 km. Voilà, c'est toutes les courses de 3 heures, 6 heures et 24
24 heures. Et l'objectif, c'est d'aller dans ces courses-là parce que, en fait, c'est là où les constructeurs payent les pilotes pour rouler. Parce que, en fait, on va avoir pas seulement des Porsche, comme la Porsche Cup, il n'y a que des Porsche. Là, on va avoir Porsche contre des Ferrari, contre des Lamborghini, contre des Audi, contre des BMW, des Mercedes. Enfin voilà, il y a beaucoup de constructeurs différents. Et c'est ce qui peut t'emmener ensuite, après, pour faire des courses, par exemple pour les 24 heures du Mans ou le WEC. Faire de l'hypercar. Donc voilà, mon objectif à terme, ça serait d'aller en hypercar chez Porsche. Ça serait vraiment le rêve. Mais voilà, on va passer dans cette étape-là du GT3 et j'ai rien signé pour l'instant, mais c'est l'objectif la saison prochaine. Donc vous me verrez sûrement pas en Porsche Cup ni en Porsche Super Cup l'année prochaine. Voilà un petit peu le résumé de la saison. J'espère que ça vous a plu. Alors là, je l'ai fait très rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de complexité dans la saison. C'est vrai que j'ai pas parlé trop de la rivalité un petit peu avec Alessandro pendant la saison, même s'il y a eu Marvin qui a eu beaucoup de victoires, mais sur la fin, il était un petit peu détaché parce que il a eu quelques problématiques où il n'a pas pu scorer au début du championnat. Alessandro, c'est vrai qu'il a scoré tout le temps. Donc ça a matché vraiment jusqu'à la fin, c'était chaud. Et Alessandro, moi, ça a été mon coéquipier pendant 2 ans. Je sais que c'est un très bon pilote. Forcément, on s'entend bien, mais quand on joue un championnat, on joue aussi notre carrière et ça crée pas des tensions, mais ça crée, on s'apprécie beaucoup à côté, mais c'est vrai que sur la piste ou sur le circuit ou quoi, sur les 2 derniers week-ends, quand voilà, je remontais au championnat et tout, on parlait moins ensemble, on va dire. On parlait moins ensemble. Et après, voilà, après le championnat fini, ça s'est détendu comme il faut et puis on fait la part des choses. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce format de vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai remporté cette magnifique coupe. Franchement, elle est énorme. Quand je l'ai eu après la remise des prix à Paris, là, j'ai dû la ramener dans l'avion. C'était un bordel. En fait, c'est comme si c'était un minot avec toi et tu le mets, tu le passes dans le contrôle. Après, tu le mets dans le siège passager. Enfin, voilà, mais énorme. Mais voilà, je suis très content d'avoir cette coupe, enfin. Et j'ai eu aussi une petite montre de chez Tagwer qui, bien évidemment, me l'a offert après avoir fait le plus de meilleurs tours en course de la saison. Et en plus de ça, alors je vais vous la montrer ici comme ça. Attends, je sais pas si vous la voyez bien. Et de l'autre côté, alors là ça va être un peu technique. Bon, la petite montre, voilà, elle est gravée avec Boccolacci, Dorian, champion. Voilà, ultra stylé. D'ailleurs les minots, vous pouvez commander la miniature en 1/53e de la voiture championne avec laquelle j'ai gagné le championnat. Et oui minots, sur le site bocco-shop.com, elles seront toutes dédicacées et bien sûr elles sont limitées, il n'en reste plus qu'une 50aine. Ce que tu as compris, bien sûr, le lien en description. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, peut-être je m'en servirai pour faire une autre vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite et à bientôt sur Bocco TV. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait.